Avec le retour de l'été, vous rêvez sûrement de ça. Mais vous risquez peut-être de devoir affronter ça. C'est en tout cas ce que craignent les experts de l'Organisation météorologique mondiale qui s'inquiètent de voir le retour d'El Niño et de ses conséquences catastrophiques. Il y a 66% de chances pour que nous dépassions un réchauffement planétaire d'1,5 degré dans les 5 prochaines années. Et il est pratiquement certain que nous battrons de nouveaux records de chaleur. Le satellite Sentinel-6, lancé en 2020 pour observer les océans, a en effet détecté ces derniers mois les signes précurseurs du retour de l'enfant terrible du climat. Alors, faut-il avoir peur d'El Niño? D'abord, de quoi s'agit-il? Généralement, les vents soufflent à travers l'océan Pacifique de l'est vers l'ouest. Ces vents, ce sont les alizés. Ils maintiennent les eaux chaudes près de l'Asie et de l'Australie, tandis que les eaux plus froides remontent à la surface près de l'Amérique du Sud. Mais tous les 2 à 7 ans environ apparaît ce phénomène climatique qu'on appelle El Niño. Ces vents deviennent plus faibles et parfois même ils s'inversent complètement. Cela fait que les eaux chaudes se déplacent vers l'est de l'océan Pacifique et s'accumulent près de l'Amérique du Sud. Et ce changement de température de l'océan augmente les catastrophes climatiques un peu partout sur la planète pendant toute la durée d'El Niño. En fait, cette eau chaude se déplaçant vers le centre, voire l'est du Pacifique, il va moins pleuvoir au-dessus de l'Indonésie, du nord de l'Australie et des Philippines, donc des sécheresses dans ces régions-là, voire jusque même, par exemple, en Indonésie, des récoltes de riz qui peuvent être divisées jusque par 2. Par contre, dans l'est du Pacifique, on va au contraire avoir plus de précipitations le long des côtes du Pérou-Chili. Il va y avoir quelques événements intenses de précipitations. Mais ce qui inquiète particulièrement les scientifiques de l'ONU, c'est le contexte dans lequel réapparaît El Niño. En effet, cet épisode démarre alors que notre planète bat déjà des records de température et que de nombreuses catastrophes naturelles ont fait diminuer la production mondiale de céréales. La production de blé est au plus bas depuis 14 ans et les stocks de riz atteignent leur niveau le plus faible depuis 5 ans. L'Indonésie, par exemple, ne dispose que du quart de ses réserves minimales. Toutefois, les connaissances de plus en plus précises du phénomène devraient permettre aux États de mieux l'anticiper. El Niño, maintenant, c'est le prévoir de 6 à 9 mois à l'avance, avec des bénéfices sociétaux énormes, puisque si on reprend l'exemple de l'Indonésie, l'Indonésie doit être en ce moment en train d'acheter du riz sur les marchés pour pouvoir faire face à une pénurie chez eux. Les Péruviens et les Chiliens ne vont sans doute pas affréter leur flotte de pêche, puisqu'il n'y aura pas de poissons. Les organisations humanitaires vont se préparer pour des inondations en Afrique de l'Est, par exemple. Mais Éric Guilliardi invite à la prudence. Si on observe bien les signes précurseurs d'El Niño, tous les paramètres ne sont pas encore réunis. Aujourd'hui encore, il faut rester prudent puisque l'atmosphère n'a pas encore réagi. On a des signaux dans l'océan, mais il faut que l'atmosphère, donc ces fameux alizés, réagissent et ça, on le saura dans le mois qui vient. Ce qui inquiète davantage le scientifique, c'est l'impact du réchauffement climatique qui affaiblit nos écosystèmes et rend leurs équilibres plus fragiles face à El Niño. Quand il y a un événement El Niño, la température se réchauffe de plusieurs degrés, le corail blanchit. C'est-à-dire que la partie vivante du corail s'en va. Et quand l'événement se termine, la partie vivante revient. Et puisqu'il se passe quelques années entre 2 événements El Niño. Avec un climat qui se réchauffe, ce temps de récupération est plus court. Et donc, cette fois-ci, le corail peut mourir. Et la biodiversité n'est pas la seule à être fragilisée par le réchauffement de la planète. Les populations humaines le sont aussi. Selon les scientifiques de la NASA qui se sont intéressés aux conséquences du dernier épisode en 2015-2016, El Niño est aussi responsable d'une propagation plus importante de certaines épidémies. En endommageant les infrastructures comme les conduites d'eau potable ou d'assainissement, les catastrophes d'El Niño ont créé des conditions favorables à la propagation par exemple du choléra en Tanzanie en 2015. Or aujourd'hui la situation du choléra dans le monde est plus inquiétante que jamais. Aujourd'hui, l'OMS estime qu'1 milliard de personnes dans 43 pays sont exposées au risque de choléra. Les causes de cette situation nous sont bien connues, la pauvreté, les conflits et maintenant le changement climatique et les déplacements qui en résultent.
Les chercheurs ont également pu observer des liens avec d'autres épidémies, comme la dengue. Ce virus est transmis par les moustiques. Or, le réchauffement accélère le cycle de reproduction du moustique et augmente donc les risques de transmission du virus. Dans un monde qui sort à peine de la pandémie de Covid-19, le retour d'El Niño inquiète, car il préfigure un changement climatique désormais certain. Et il met le doigt sur notre incapacité à prendre à bras le corps le défi que représentent ces transformations nécessaires. Il faut savoir se préparer, anticiper, limiter nos impacts, puisqu'on a cette chance de pouvoir, grâce à notre connaissance, à notre science, de pouvoir se projeter dans l'avenir, imaginer des scénarios. Et ensuite, c'est à nous tous de réfléchir à quel monde on veut, quel niveau de risque on est prêt à prendre, de l'anticiper et de discuter collectivement sur ce qui est important.